Et l'école roulette, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire canibar, hein? Petit canard, là. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nuits avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il va falloir éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui en est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast où on va parler d'un film qui vous donne envie de vomir, de rire et de réfléchir à votre existence, parfois dans le même plan. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans les toilettes les plus dégueulasses du cinéma britannique pour parler de Trainspotting, ce chef-d'œuvre de Danny Boyle, sorti en 1996, qui a traumatisé toute une génération et lancé la carrière d'Ewan McGregor, bien avant qu'il ne se balade avec un sabre laser. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à avoir des images mentales franchement dérangeantes. Et surtout, choisissez la vie ou pas. On s'en branle un peu en fait. Le contexte. L'Écosse dans toute sa splendeur moisie. Bon, avant de plonger dans le film lui-même, il faut qu'on parle un peu du contexte. On est en 1996 et le cinéma britannique sort à peine de sa phase costume drama chiant à mourir. Vous savez, ces films avec des gens en perruque qui prennent le thé en parlant de l'Empire. Et là, boum, Danny Boyle débarque avec une bande de junkies écossais qui gueulent, qui shootent, qui volent, qui baisent et qui chient dans des toilettes tellement immondes que vous jurez ne plus avoir à vous plaindre des toilettes publiques de la gare de Lyon. Le film est adapté du roman d'Irving Welsh, un type qui connaît bien son sujet puisqu'il a lui-même grandi dans ces quartiers pourris d'Édimbourg où l'héroïne coule plus facilement que l'eau courante. Welsh a écrit son bouquin dans un dialecte écossais tellement hardcore que même les Écossais ont du mal à comprendre. Sérieusement, essayez de lire le roman en version originale, c'est comme déchiffrer une langue extraterrestre après 3 pintes de bière. Le script a été adapté par John Hodge, qui a le bon sens de traduire tout ça en anglais compréhensible, enfin presque, parce que bon, les accents dans le film, c'est quand même pas de la tarte. En VO, hein, si vous l'avez vu en VO, je peux vous dire... les accents sont terribles. Il y a des passages même avec les sous-titres. Tu te demandes s'ils parlent vraiment anglais ou s'ils ont inventé leur propre langue. C'est beau, hein. Danny Boyle, le réalisateur qui a osé. Danny Boyle, avant Trainspotting, c'était qui? Un type qui avait fait quelques films et séries télé sans vraiment marquer l'histoire du cinéma. Mais là, il a décidé de voir les choses en grand. Enfin, en grand, façon de parler. Parce que le budget du film était tellement serré qu'ils auraient pu le financer avec ce que Robert Downey Jr. dépense en café sur un tournage Marvel. Le budget total était d'environ 1,5 million de livres sterling. Pour vous donner une idée, c'est à peine de quoi payer le salaire de Ewan McGregor aujourd'hui pour 2 jours de boulot. Mais Boyle a fait avec, et putain, qu'est-ce qu'il a bien fait. Il a transformé ses limitations en force créative. Pas les moyens de faire des effets spéciaux à gros budget, pas grave, on va plonger littéralement dans une cuvette de chiottes à la place. Budget limité pour les décors, cool, on va tourner dans des vrais apparts pourris d'Édimbourg et de Glasgow. Et cette esthétique, bordel, Boyle, il a compris un truc essentiel. Pour montrer l'enfer de l'addiction, il ne fallait pas faire un film déprimant et gris. Non, il fallait faire un film coloré, énergique, avec une bande-son qui déchire, pour montrer à la fois l'attrait de la drogue et sa destruction. C'est ce paradoxe qui fait que le film fonctionne si bien. On voit que Renton et sa bande
qui se détruisent, mais putain, ils ont l'air tellement de s'éclater par moments qu'on comprend presque pourquoi ils font ça. Le casting, quand les inconnus deviennent des légendes. Parlons maintenant du casting, parce que franchement, c'est un putain de miracle que tous ces acteurs se soient retrouvés sur le même plateau au même moment. Ewan McGregor joue Mark Renton, le héros de l'histoire, si on peut appeler ça un héros. Hein. À l'époque, McGregor était connu pour avoir joué dans des séries télé britanniques et quelques petits rôles au ciné. Il avait déjà bossé avec Boyle sur Petit meurtre entre amis, mais Trainspotting, c'était une autre dimension. Pour le rôle, il a perdu un paquet de kilos, il s'est rasé le crâne, il a passé des semaines à traîner avec des vrais junkies à Glasgow pour comprendre leur vie. Sympa comme préparation, non? Alors Ewan, pour ton prochain rôle, tu vas côtoyer des héroïnomanes dans les quartiers les plus craignos d'Écosse? Super, je signe où? Et cette anecdote incroyable, McGregor a tellement perdu de poids qu'il ne pouvait plus tenir debout pendant les longues prises. Il devait s'asseoir entre chaque plan parce qu'il était trop faible. Méthode d'acteur niveau expert, quoi. Aujourd'hui, on lui filera un coach nutritionniste et un avocat pour ce genre de truc. Robert Carlyle, qui incarne Begbie. Et putain, quelle performance! Begbie, c'est le personnage le plus flippant du film. Et pourtant, il ne se drogue jamais. C'est juste un psychopathe alcoolique avec des problèmes de gestion de la colère. Carlyle est déjà un acteur respecté en Écosse, mais ce rôle l'a propulsé au niveau international. Il raconte qu'il s'est inspiré de types qu'il connaissait vraiment, des mecs violents et imprévisibles qui foutaient la merde dans les pubs. La scène où il balance une pinte de bière par-dessus son épaule dans le bar avant de déclencher une bagarre monumentale, totalement improvisée. Carlyle a juste décidé sur le moment de faire ça, et Boyd l'a adoré. Les figurants dans le bar, eux, ont adoré un peu moins parce qu'ils se sont pris une vraie bagarre dans la gueule. Johnny Lee Miller, qui joue Sick Boy, le connard manipulateur qui se croit plus malin que tout le monde. Miller, à l'époque, c'était un jeune acteur britannique plutôt mignon qui espérait faire carrière. Le destin en a décidé autrement, lui donnant le rôle de ce junkie obsédé par Sean Connery et les James Bond. Fun fact, Miller et McGregor sont devenus potes dans la vraie vie pendant le tournage, au point qu'ils ont partagé un appart pendant un moment. Imaginez la coloc. Alors qu'est-ce qu'on se fait ce soir? On répète nos scènes où on shoot? Ouais, cool. Mais après on va au pub. Ewen Bremner, qui incarne Spud, le gentil idiot de la bande. Celui qui est tellement dans les vapes qu'il est attachant. Bremer est lui-même écossais. Il n'a pas eu besoin de forcer son accent. Le personnage de Spud est probablement le plus tragique du film parce qu'il est trop con et trop gentil pour s'en sortir. La scène de l'entretien d'embauche où il se défonce aux amphétamines et déblatère n'importe quoi, du génie pur. Bremer l'a improvisé en grande partie, balançant des conneries à la chaîne, jusqu'à ce que les autres acteurs aient du mal à garder leur sérieux. Kevin McKidd joue Tommy, le pote qui ne se drogue pas au début du film, mais qui finit par sombrer à cause d'une rupture amoureuse. Tommy, c'est la trajectoire la plus déprimante du film. Il représente ce qui arrive quand quelqu'un de normal bascule dans ce monde. McKidd a raconté que jouer la descente de Tommy était émotionnellement épuisant. Surtout la scène où on le découvre mort dans son appart, dévoré par son chat. Oui, dévoré par son chat. Parce que bon, on n'est pas là pour faire dans la dentelle. Le tournage entre génie et folie. Le tournage de Trainspotting, c'est un mélange de professionnalisme et de délire complet. Ils avaient un budget de merde et un planning serré et ils tournaient dans des endroits parfois vraiment craignos. Première anecdote marrante, la fameuse scène des toilettes. Vous savez, celle où Renton plonge dans les chiottes les plus immondes de toute l'Écosse pour récupérer les suppositoires d'opium. Cette scène est devenue iconique.
Mais la tournée a été un cauchemar logistique. Ils ont construit une énorme cuvette de WC dans un studio, l'ont remplie d'eau et de colorant marron et ont demandé à Ewan McGregor de plonger dedans. McGregor, bon joueur, a accepté. Il a posé une condition. L'eau devait être chauffée. Parce que bon, c'est bien d'être un acteur dévoué, mais se geler les couilles dans de l'eau marron, il y a des limites, hein, quand même. Le truc drôle, c'est que pour les séquences sous-marines où Renton nage dans un univers onirique et psychédélique, ils ont tourné ça dans une vraie piscine municipale après les heures d'ouverture. Imaginez les maîtres nageurs qui arrivent le lendemain matin. Putain, mais c'est quoi ces décors bizarres dans la piscine? Autre anecdote croustillante, la scène du bébé mort. Oui, parce que dans Trainspotting, on fait pas semblant d'être choquant, on va jusqu'au bout. Dans le film, il y a ce moment atroce où on découvre que le bébé d'Allison, la petite amie de Sick Boy, est mort dans son berceau pendant que tout le monde était défoncé dans l'appart. Pour cette scène, l'équipe a utilisé un vrai mannequin de bébé extrêmement réaliste, au point que certains techniciens refusaient de le toucher, tellement ça les mettait mal à l'aise. Danny Boyle a raconté sur le plateau, tout le monde était silencieux et grave pendant cette séquence. Même Robert Carlyle, qui joue le psychopathe du film, a admis que cette scène lui foutait la chair de poule. La scène de surdose de Renton est aussi une masterclass de réalisation. Quand Renton se shoot avec de l'héroïne trop pure et qu'il fait une overdose, Boyle a filmé ça de manière presque comique au début, puis ça bascule dans le flippant. Pour créer l'effet du tapis où Renton s'enfonce, ils ont littéralement fait un trou dans le sol du décor et ont filmé McGregor en train de descendre dedans. Petit budget, grand concept. Et la balade en taxi où il est transporté à l'hôpital, filmé en caméra subjective avec ce montage frénétique, Boyle a dit qu'il voulait que le public ressente physiquement l'urgence et la confusion de l'overdose. Mission accomplie parce que cette scène file vraiment la gerbe. Hein. Parlons aussi de la séquence du sevrage. Vous vous souvenez? Quand Renton est renfermé dans sa chambre par ses parents pour décrocher et qu'il hallucine des bébés qui rampent au plafond et tout un tas de trucs cauchemardesques. Pour créer ces visions, l'équipe des effets spéciaux a utilisé des techniques rudimentaires mais efficaces. Projection de vidéo, marionnettes, montage rapide. Et McGregor, encore une fois, a tout donné. Il a passé des jours à jouer cette agonie, transpirant sous les projecteurs, se contorsionnant dans tous les sens. Certains jours, il rentrait chez lui tellement épuisé qu'il s'écroulait directement dans son lit. Un détail amusant, la télé que les parents de Renton regardent pendant son sevrage diffuse un jeu télévisé bien réel. Boyd voulait ce contraste absurde entre l'enfer que vit Renton dans sa chambre et la normalité débile de la télé en bas. C'est ce genre de détails qui rendent le film si riche. La bande-son, l'âme du film. On ne peut pas parler de Trainspotting sans évoquer sa bande-son absolument légendaire. Sérieusement, cette BO, elle est entrée dans l'histoire. Iggy Pop, Lou Reed, New Order, Pulp, Underworld, Left Field, Blur. C'est un putain de best-of de la scène musicale britannique et alternative des années 90. Le film s'ouvre sur Lust for Life d'Iggy Pop pendant que Renton et Spud sprintent dans les rues d'Édimbourg poursuivis par des agents de sécurité après avoir volé des fringues. Cette chanson, avec son énergie débridée, donne le ton immédiatement. C'est ironique aussi parce que Lust for Life parle justement de choisir la vie et l'énergie, alors que nos héros choisissent tout le contraire. Born Sleepy d'Underworld est devenu l'hymne du film. Cette techno hypnotique accompagne la scène finale quand Renton se barre avec l'argent de la cam et qu'il répète en voix off son monologue sur le fait de choisir la vie. Anecdote marrante, au départ, Underworld ne voulait pas que leurs morceaux soient utilisés. Ils trouvaient que le film était trop sombre et violent. Mais quand ils ont vu le résultat final, ils ont changé d'avis.
Heureusement, parce que Born Sleepy et Trainspotting, c'est devenu indissociable. Le morceau a cartonné dans les charts grâce au film, et le groupe a admis plus tard que ça avait relancé leur carrière. Perfect Day de Lou Reed accompagne la scène de l'overdose. Le contraste entre les paroles sucrées de la chanson et l'image de Renton en train de crever le cul par terre est glaçant. C'est du grand art de la dissonance. Reed lui-même a adoré cette utilisation de sa chanson, disant que ça lui donnait une nouvelle dimension tragique. Danny Boyle a raconté qu'il passait des heures à écouter de la musique en imaginant les scènes du film. Pour lui, la musique n'est pas un ajout après coup, mais une partie intégrante de la narration, et ça se sent. Chaque morceau est parfaitement choisi pour renforcer l'émotion de la scène. Les scènes cultes. Du rire au malaise. Trainspotting regorge de scènes qui sont devenues cultes, et on va en décortiquer quelques-unes, parce que franchement, elles le méritent. La scène de l'entretien d'embauche de Spud est un morceau de comédie pure. Spud, qui veut continuer à toucher ses allocations au chômage, doit foirer volontairement son entretien. Alors il se défonce aux amphétamines et débarque complètement speed, gesticulant comme un pantin, balançant des phrases qui ne veulent rien dire. Quand l'employeur lui demande s'il est motivé, il répond avec un enthousiasme délirant qu'il est définitivement motivé pour contribuer à la croissance de l'entreprise. C'est tellement over the top que c'en est hilarant. Ewen Bremer a improvisé une bonne partie de cette tirade et on sent que les autres acteurs dans la scène ont du mal à ne pas se marrer. La scène du pire chiotte d'Écosse est probablement la plus iconique et aussi la plus dégueulasse. Renton doit récupérer des suppositoires d'opium qu'il a fait tomber dans les toilettes tellement infectes qu'on se demande comment c'est possible que ça existe. Il plonge littéralement la main, puis carrément tout son corps dans cette cuvette, et là, magie du cinéma, on bascule dans une séquence onirique où il nage dans un univers sous-marin étrange pour récupérer ses suppôts. C'est répugnant, c'est surréaliste, c'est brillant. Boyle a dit qu'il voulait montrer que pour un junkie, rien n'est trop dégueulasse pour obtenir sa dose. Je crois que le message est reçu. La scène de la mort du bébé est celle que tout le monde met mal à l'aise. Pas de musique, pas de dialogue, juste des visages choqués et horrifiés, qui découvrent le petit corps sans vie dans le berceau. Allison hurle, Sick Boy est pétrifié, et Renton fuit la scène. C'est brutal, c'est insoutenable, et c'est nécessaire pour montrer que l'héroïne ne tue pas que ceux qui en prennent. Cette scène a été critiquée par certains pour être trop choquante, mais Welsh et Boyle ont toujours défendu ce choix. La réalité de l'addiction, ce sont aussi ces tragédies collatérales. La bagarre dans le pub déclenchée par Begbie est une démonstration parfaite du personnage. Begbie, bourré comme un coin, balance sa pinte de bière par-dessus son épaule et elle fracasse la gueule d'un mec à une autre table. Et bim, c'est la mêlée générale. Begbie, bien sûr, nie toute responsabilité et se met à tabasser tout le monde comme un dératé. Robert Carlyle a raconté que cette scène était physiquement épuisante à tourner parce qu'ils ont dû la répéter plusieurs fois et à chaque fois ça se terminait en vraie bagarre chaotique avec les cascadeurs et figurants. La scène du test HIV est un moment de tension pure. Renton, Tommy et quelques autres vont se faire tester. Ils attendent que le résultat dans une tension insoutenable et quand Renton apprend qu'il est négatif, il est tellement soulagé qu'il en oublie presque la détresse des autres. Cette scène illustre l'égoïsme de survie des junkies, mais aussi la réalité terrifiante du sida dans les années 90, qui a décimé des générations d'usagers de drogue intraveineuses. La mort de Tommy est atroce. On le découvre mort dans son appart, dans un état de décomposition avancé. Son chat ayant commencé à le bouffer, Renton le trouve et doit identifier le corps. C'est déprimant au-delà des mots. Tommy, qui était des plus clean de la bande
Au début, Finn est dans la pire situation possible. Kevin McKidd a dû porter un maquillage de cadavre pendant des heures pour cette scène. Ambiance, hein. Les dialogues et le monologue culte. Les dialogues de Trainspotting sont devenus légendaires, et notamment grâce à leur brutalité et leur honnêteté. Mais c'est surtout le monologue de l'ouverture et de clôture de Renton qui est entré dans l'histoire du cinéma. Vous vous souvenez ? Choisissez la vie, choisissez un boulot, choisissez une carrière, choisissez une famille, choisissez une putain de télé à la con, choisissez des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électriques, et ça continue comme ça, énumérant tous les symboles de la vie normale, rangés, consumériste. Et puis Renton conclut en mode blasé total. Pourquoi j'aurais fait ça ? J'ai choisi de ne pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Ce monologue est parfait parce qu'il résume toute la philosophie du film. Renton et sa bande rejettent consciemment le modèle de vie qu'on leur vend. Ils voient l'hypocrisie et le vide de l'existence normale. Ils préfèrent se détruire à l'héroïne plutôt que se soumettre à ce système. C'est cynique, c'est nihiliste et c'est terriblement lucide. À la fin du film, Renton reprend ce monologue, mais cette fois il a changé. Il a trahi ses potes, il a pris le fric et il décide de donner une chance à cette vie normale qu'il méprisait tant. Je vais être comme vous, j'ai un boulot, une famille, une putain de grosse télé. Le truc, c'est que je vais me dire que je l'ai fait par choix. L'ambiguïté est totale. Est-ce qu'il a vraiment changé ou est-ce qu'il se ment à lui-même ? Est-ce que c'est une victoire ou une capitulation ? Le film ne répond pas et c'est ça qui est génial. Les dialogues entre les personnages sont aussi incroyables. Sick Boy et Renton, philosophes sur Sean Connery et les James Bond, établissant une théorie complètement débile mais hilarante, selon laquelle tout dans la vie suit la même courbe, montée, pic, déclin. Begbie raconte ses exploits violents avec une fierté absurde. Spud dit n'importe quoi avec un sérieux désarmant. C'est brut, c'est drôle, c'est trash. Les thèmes, plus qu'un film sur la drogue. Trainspotting n'est pas juste un film sur la drogue. Enfin si, mais pas que. C'est un film sur la jeunesse, l'aliénation, la classe sociale, l'amitié toxique et le refus du conformisme. Le film montre l'Écosse des années 80-90 dans toute sa misère post-industrielle. Édimbourg, qu'on imagine comme une belle ville touristique avec son château, est présenté ici dans la version crade. Quartier déshérité, chômage de masse, désespoir ambiant, les personnages n'ont aucun avenir. Ils n'ont pas de boulot, pas d'opportunité, pas d'espoir. L'héroïne devient alors une forme d'échappatoire, un doigt d'honneur à une société qui les a abandonnés. L'amitié dans le film est compliquée. Renton, Sick Boy, Spud et Begbie sont potes, mais c'est une amitié toxique basée sur la codépendance et les mauvaises habitudes. Ils se détruisent mutuellement, mais ils sont aussi tout ce qu'ils sont. Tout ce qu'ils ont. Quand Renton décide de les larguer à la fin, c'est autant un acte de trahison qu'un acte de survie. Il doit couper les ponts avec eux pour avoir une chance de s'en sortir. Le film parle aussi de la responsabilité et de culpabilité. Tommy plonge dans la drogue à cause de Renton qui a piqué une sextape compromettante et sa mort pèse sur la conscience de Renton. Mais en même temps, le film refuse de faire de Renton un monstre ou un héros. C'est juste un type qui fait des choix de merde dans une situation de merde. L'accueil et le succès. Quand Trainspotting est sorti en 1996, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne un tel phénomène. C'était un petit film britannique indépendant avec un budget ridicule, des acteurs inconnus et un sujet repoussant. Mais putain, ça a cartonné. Le film a fait plus de 72 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est énorme pour un film de ce genre. Il est devenu un phénomène culturel, surtout au Royaume-Uni, où il a parlé à toute une génération. Les jeunes se reconnaissent dans cette rébellion, dans ce rejet des valeurs traditionnelles.
La critique a été dithyrambique. Les journaux ont encensé le film pour son audace, son énergie, sa mise en scène inventive. Bien sûr, il y a eu des controverses. Certains accusaient le film de glamouriser la drogue et de la rendre attirante avec sa bande son cool et son esthétique branchée. Mais cette critique passait à côté du propos. Le film montre aussi la destruction, la mort, la déchéance. Il ne cache rien de l'horreur de l'addiction. Irving Welsh lui-même a adoré l'adaptation, disant que Boyle avait parfaitement capturé l'esprit de son roman. Ewan McGregor est devenu une star du jour au lendemain. Robert Carlyle a confirmé son statut d'acteur de premier plan. Danny Boyle a lancé une carrière qui allait le mener à Hollywood et à un Oscar pour Slumdog Millionnaire. Le film a aussi eu une influence énorme sur le cinéma. Son style visuel, son montage nerveux, son utilisation de la musique, tout ça a été copié et réinterprété par des dizaines de réalisateurs ensuite. On peut tracer une ligne directe entre Trainspotting et plein de films indépendants des années 2000. Les polémiques et les débats. Comme tout bon film qui se respecte, Trainspotting a déclenché son lot de polémiques. La principale accusation, on l'a dit, c'était que le film glamorisait l'héroïne. Des associations anti-drogue se sont insurgées, arguant que montrer des junkies avec une bande-son d'Iggy Pop, c'est des rentes la cam attirantes pour les jeunes. Danny Boyle et Irving Welsh ont toujours refusé cette critique. Leur argument, le film montre toute la réalité de l'héroïne. Oui, il y a des moments où les personnages planent et ont l'air heureux, parce que c'est l'attrait de la drogue, mais si elle était dégoûtante dès le départ, personne n'y toucherait. Mais le film montre aussi les overdoses, les maladies, la mort, la trahison, la misère. Si après avoir vu Trainspotting, quelqu'un a envie de se shooter, c'est qu'il n'a pas regardé le même film. Il y a aussi des débats sur la représentation de l'Écosse. Certains Écossais n'étaient pas ravis de voir leur pays montré sous cet angle sordide. Ils estimaient que ça donnait une image négative et réductrice de l'Écosse. Mais d'autres ont défendu le film, disant qu'il montrait une réalité qu'on préférait souvent ignorer, celle des classes populaires et des quartiers oubliés. La scène du bébé mort a évidemment choqué. Certains cinémas ont même envisagé de couper cette scène, la jugeant trop perturbante. Mais Boyle a refusé tout compromis. Cette scène est essentielle à propos du film. Sans elle, on aurait juste une comédie noire sur des junkies. Avec elle, on a un film qui n'a pas peur de montrer les conséquences les plus atroces de l'addiction. La suite. T2, Trainspotting. 20 ans après le premier film, en 2017, Danny Boyle sort une suite, T2 Trainspotting, et franchement, c'était risqué. Les suites de films cultes foirent généralement lamentablement. Mais là, miracle, T2 est un excellent film. On a retrouvé les mêmes personnages 20 ans plus tard. Renton revient en Écosse après avoir vécu à l'étranger. Sick Boy tient un pub miteux et fait du chantage pour arrondir les fins de mois. Spud est toujours junkie et au bord du suicide. Et Begbie sort de prison, toujours aussi violent et psychopathique. Le film joue sur la nostalgie et le passage du temps. Les personnages sont plus vieux, plus fatigués, mais pas forcément plus sages. Ils sont toujours coincés dans leur schéma de merde. Begbie veut toujours se venger de Renton pour l'avoir trahi. Sick Boy est toujours un connard manipulateur. Renton essaie de se racheter mais se rend compte qu'on ne peut pas effacer le passé. T2 n'a pas eu le même impact culturel que le premier, forcément. C'est difficile de reproduire la foudre. Mais c'est un film mature, mélancolique, qui parle de la difficulté de vieillir quand on a gâché sa jeunesse. C'est aussi une réflexion sur la nostalgie et comment on idéalise le passé même quand c'était de la merde. Boyle a réutilisé les techniques du premier film, incluant des flashbacks et des morceaux de la bande-son originale, créant un dialogue entre les deux films. C'est intelligent et émouvant, même si ça manque un peu de la fraîcheur et de l'énergie brute du premier.
l'héritage de Trainspotting. Alors, qu'est-ce qui reste de Trainspotting presque 30 ans après sa sortie? Beaucoup de choses, en fait. D'abord, le film a prouvé qu'on pouvait faire du cinéma ambitieux et audacieux avec un petit budget. Il a ouvert la voie à tout un pan du cinéma indépendant et britannique. Et sans Trainspotting, peut-être qu'on n'aurait pas eu Lock, Stock and Two Smoking Barrels ou Snatch ou plein d'autres films british qui ont suivi. Le film a aussi montré qu'on pouvait parler de sujets durs et trash tout en étant créatif et stylé. Le cinéma social n'est pas obligé d'être chiant et misérabiliste. On peut faire un film sur des junkies qui soit visuellement inventif et narrativement audacieux. La bande-son de Trainspotting reste une référence. Elle a montré l'importance de la musique dans le cinéma, pas juste comme fond sonore, mais comme élément narratif à part entière. Aujourd'hui, tous les réalisateurs savent qu'une bonne BO peut transformer un film. Les personnages sont entrés dans la culture pop. Renton avec son look skinhead et son monologue cynique, Begbie le psychopathe un vrai imprévisible, Spud l'idiot attachant, ils sont devenus des archétypes. Et surtout, le film a capturé un moment, une époque, un état d'esprit. Les années 90 en Grande-Bretagne, avec leur mélange de désillusion politique, l'ère Thatcher venait de se terminer, de culture rave, de chômage et de drogue. Trainspotting, c'est un document historique autant qu'une œuvre d'art. Pourquoi ça marche encore aujourd'hui? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Trainspotting résonne encore aujourd'hui? Parce que bon, les années 90, c'est loin maintenant. L'Écosse a changé, l'héroïne n'est plus vraiment la drogue à la mode, elle a été remplacée par d'autres saloperies, mais le film parle de thèmes universels. Le rejet du conformisme, c'est quelque chose que chaque génération ressent. L'impression d'être coincé dans une vie qui n'a pas de sens, d'être laissé pour compte par la société, c'est toujours d'actualité. Le chômage, la pauvreté, la désespérance, tout ça existe encore, et peut-être sous des formes différentes, mais c'est toujours là. Le film parle aussi d'amitié, de trahison, de loyauté. Ces thèmes ne vieillissent pas. La question de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour ses potes et à quel moment on doit les larguer pour sauver sa peau, c'est universel. Puis à la forme. Le film est tellement bien foutu visuellement avec son montage nerveux, ses couleurs saturées, ses séquences hallucinatoires, qu'il reste moderne. Beaucoup de films des années 90 sont vieillis comme du lait, mais Trainspotting a encore une patate incroyable. La performance des acteurs est aussi. McGregor, Carlyle, Miller, Bremner, tous crèvent l'écran. Leurs personnages sont tellement bien écrits et bien joués qu'on y croit même quand ils font des trucs horribles. Et l'humour noir, putain, l'humour noir. Le film est drôle, vraiment drôle, même dans ses moments les plus sordides. Cette capacité à faire rire en montrant des trucs atroces, c'est un équilibre difficile à trouver, et Trainspotting y convient parfaitement. Les petites anecdotes qu'on adore. Allez, avant de conclure, balançons encore quelques anecdotes croustillantes sur le tournage, parce que franchement, c'est pas toujours ça. Si, c'est toujours ça le plus marrant. Ewan McGregor a raconté que pendant le tournage, ils étaient tellement dans leur personnage qu'ils sortaient ensemble le soir, buvaient des quantités déraisonnables d'alcool et se comportaient comme des débiles. Un soir, complètement bourrés, ils ont décidé de faire une course dans les rues d'Édimbourg, exactement comme dans la scène d'ouverture du film. Ils se sont fait courser par des vrais flics qui ne savaient pas qu'ils étaient des acteurs. Méthode jusqu'au bout. La scène où Sick Boy et Renton tirent sur un chien avec un pistolet à air comprimé, totalement improvisé. Ils étaient en pause sur le tournage et Johnny Miller a trouvé cette carabine à plomb. Ils ont commencé à déconner et Boyle a décidé de filmer ça. Résultat, une scène bizarre et dérangeante qui en dit long sur l'insensibilité des personnages. Le chien, évidemment, était un dressé qui n'a jamais été en danger.
Mais quand même, l'idée de tirer sur un chien, même pour de faux, ça en dit long sur le niveau de provocation du film. Robert Carlyle était tellement bon dans ce rôle de Begbie que certains figurants en avaient vraiment peur. Il y a eu des moments où sur le plateau où des gens évitaient Carlyle entre les prises parce qu'ils n'arrivaient pas à dissocier l'acteur du personnage. Carlyle trouvait ça à la fois flatteur et inquiétant. Il a dû rassurer plusieurs personnes en leur expliquant qu'il n'était pas vraiment un psychopathe violent. La séquence du club où Renton rencontre Diane, la fille qui va le ramener chez elle et qui s'avère être mineure, a été tournée dans un vrai club d'Édimbourg. Les figurants étaient des vrais clubbeurs qui sont venus faire la fête gratuitement. Certains étaient tellement défoncés qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'un film était en train d'être tourné. Boyle a adoré cette authenticité. La musique que Sick Boy met dans l'appart, du Iggy Pop et du Lou Reed à fond, c'était vraiment diffusé sur le plateau pendant les prises. Les acteurs devaient gueuler pour se faire entendre, ce qui donnait cette énergie chaotique aux scènes. Après une journée de tournage, tout le monde était sourd. Ewen Bremner, qui joue Spud, a été arrêté par la police pendant le tournage. Il se promenait en ville avec son costume de junkie et les flics ont cru que c'était un vrai camé. Ils l'ont fouillé et interrogé. Bremner a dû expliquer qu'il était acteur et qu'il tournait dans un film. Les flics ne l'ont cru qu'après avoir appelé la production. Imagine la scène un peu. Le message final de Trainspotting. Bon, on arrive à la fin de ce podcast et je me dis qu'il faut quand même parler du message du film, si tant est qu'il y en ait un. Trainspotting ne fait pas de morale. C'est pas un film qui te dit la drogue c'est mal, ok ? Non, c'est un film qui te montre la réalité de l'addiction avec toute sa complexité. L'attrait, le plaisir, l'évasion, mais aussi la destruction, la mort et la misère. Le film pose une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on choisit dans la vie ? Renton rejette d'abord le modèle conventionnel, puis y revient, et de manière ambiguë. Est-ce qu'il a vraiment changé ou est-ce qu'il est juste résigné ? Est-ce que choisir la vie, c'est une victoire ou une défaite ? Le film ne répond pas et c'est ça qui est beau. Chaque spectateur peut interpréter la fin comme il veut. Pour certains, Renton s'en sort, il a gagné. Pour d'autres, il a capitulé. Il est devenu ce qu'il méprisait. Les deux lectures sont valides. Ce qui est sûr, c'est que Trainspotting est un film qui ne laisse pas indifférent. Soit tu kiffes, soit tu détestes, mais tu peux pas rester neutre. C'est un film qui te marque, qui te dérange, qui te fait réfléchir. Et merde, c'est aussi un film génial sur le plan technique. La réalisation, le montage, la photographie, la bande-son, le jeu d'acteur, tout est au top. C'est un exemple parfait de ce que le cinéma peut faire quand il prend des risques et qu'il ne se contente pas de formules toutes faites. Trainspotting, c'est un film punk. Un film qui dit merde au système, merde aux conventions, merde au bon goût. Et en même temps, c'est un film profondément humain qui parle de survie, d'amitié, de trahison et de choix impossibles. Voilà, j'espère que ce voyage dans les entrailles de Trainspotting vous a plu. Si vous avez jamais vu le film, foncez. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Il y a toujours des trucs à découvrir, des détails à capter, des layers de sens à déterrer. Et maintenant, à vous de choisir. Vous choisissez quoi ? La vie normale, rangée avec son boulot, sa famille, sa grosse télé, ou autre chose ? Ou peut-être un entre-deux, un compromis bancal qui ressemble vaguement à une vie. De toute façon, comme dirait Renton, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Allez, salut. Et n'oubliez pas, ne plongez jamais votre tête dans des chiottes écossaises. Ça vaut jamais le coup. Choisissez la vie ou pas, on s'en branle. Merci d'avoir écouté ce podcast, mes amis. Si vous l'avez aimé, mettez 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Ça aide à faire remonter le podcast. Abonnez-vous au podcast pour ne louper aucun prochain épisode. Il y en a un par semaine. Voilà, merci encore. Bonne soirée et ciao ciao. Et col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire cannibales, hein ?
petit canard, là. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nuits avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fais comme tu causes, il va falloir éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Encule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens.